Nous sommes le 22 octobre et nous enregistrons notre 276e revue de presse web et technologique. Nos chroniqueurs de la semaine ont choisi de parler paiement en crypto-monnaie, d'un rendez-vous pour le 19 janvier 2038 ou encore du démantèlement de Google par l'État américain. Quels sont les projets d'Apple pour Cups et qu'est-ce que c'est Cups ? On en parle dans cet épisode et on parlera aussi de Julia, rien à voir avec la Pretty Woman. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Et pour ce 276e épisode, comme on dit par chez nous, nous avons des chroniqueurs, évidemment, qu'ils sont au nombre de 2, et une fois de plus, parce que c'est un jour où je suis fatigué, le jeudi, vous le savez, avoir 2 chroniqueurs qui s'appellent Sébastien est de tout repos pour moi. C'est beaucoup plus simple, quelque part, pour passer la parole à l'un ou à l'autre. J'espère que vous allez bien tous les deux. Comment va Sébastien, par exemple ? Ça commence. Celui de droite. Celui, on va commencer par celui. À ta droite. À ma droite. Oui, écoute, ça va, je ne pensais pas, mais ton sommaire me fait assez peur, je ne pensais pas qu'un jour on parlerait de Julia, de moyens de... Oui, non, des cups, tu vois, je ne pensais pas un jour on irait dans ce genre de trucs. Je suis très curieux d'entendre ça. C'est un mot-clé intéressant à essayer, en tout cas, tu vois. Ça va être chaud. Hein. On va voir ce que ça va donner. Mais des mecs qui en parlent, tu vois. Voilà, quand on dit titiller les algorithmes, ça va loin quand même. Hein. On peut le dire qu'on le fait en profondeur. Sébastien, l'autre Sébastien, à ma gauche, du coup, comment va-t-il ? Mais que ferait-on pas pour titiller les algorithmes, justement ? Mais je me disais en écoutant ton chapeau que ça donne envie d'écouter. Donc voilà, je m'installe, j'ai envie d'écouter cette émission, ça m'intéresse. Ok, bon, écoute, avant ça, tout de même, remercions, parce que il faut remercier, si je retrouve ma liste, j'espère que je vais la retrouver, ma liste d'auditeurs, ceux qui nous ont laissé des messages, des commentaires intelligents, souvent d'ailleurs, même si de temps en temps, on vous provoque un petit peu pour nous envoyer des messages tout à fait idiots, mais ça c'est pour une fois de plus titiller les algorithmes. On remercie Renaud Android, Jean-Michel Rému, Pierre Laure, Cubignol, Éric Gandelin, Luc Loyau, Mario Romalo, Sébastien Boireau, Didier Louty, Éric Andelin, je l'ai déjà dit, je pense. Ah bah oui, je l'ai mis 2 fois dans la liste, tiens. Sombre Papa, Natacha, Gumdrop, YouTube, Éric Bourdin, Christophe Z, Petit Comics, Village, Bleach Toto, qui nous regarde depuis le Sénégal. Salut, et puis Battant également qui nous regarde depuis la Suisse et laisse des commentaires sur notre blog, c'est possible aussi, hein, je le rappelle, lestechno.be, vous pouvez également nous laisser des commentaires de ce côté-là. Comme la semaine dernière, nous testons, et ce ne sont que des tests actuellement, évidemment, cette possibilité de vous proposer nos contenus en direct sur Twitch, donc bienvenue à ceux qui nous écoutent. On ne vous garantit pas du tout l'interactivité, en tout cas pas sur un épisode tel que nous les produisons ici, mais dans un avenir proche, on vous proposera sans doute d'autres productions, mais dans lesquelles vous pourrez intervenir, et ça, ce sera vraiment très très chouette, j'ai envie de dire. Mais mes petits camarades, je sais, gardent un petit œil quand même sur le chat pour voir comment ça se passe. Si vous le voulez bien, on peut passer à notre abécédaire. Avec la lettre B comme business, c'est une start-up qui brûle 1 milliard en seulement quelques mois. Sébastien, celui qui est à ma droite, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un truc dont tu n'as probablement pas entendu parler, et voilà, ça explique pourquoi ça va pas. C'est Quibi. Donc, c'est une boîte américaine qui s'est dit, je vais faire de la vidéo, comme Netflix, Amazon Prime et compagnie, sauf qu'au lieu d'avoir du long format, ce sera du format court, moins de 10 minutes, pour les jeunes, et uniquement donc sur abonnement, avec plusieurs types d'abonnements. Le premier abonnement étant un abonnement à $5 par mois qui, lui, te balance de la pub, et puis après, si tu payes un peu plus cher, t'as plus de pub. Donc les gars, ils ont été chercher pas mal de brousouf. C'était plus d'1 milliard, hein, 1 milliard et 1,7 milliard, donc c'est pas mal, tu vois, pour faire leur truc, et ils ont claqué tout leur pognon majoritairement dans de la production, qui était apparemment pas très bien placée parce que ça n'a pas décollé. Donc maintenant qu'ils ont produit plein de trucs et que personne ne paye, ils disent ils viennent de lancer il y a quelques jours leur application, et alors elle était dispo sur téléphone, voilà, c'était leur public de base,
smartphone, Android, iOS et compagnie. Et puis la semaine passée, ils se disent on va lancer sur Apple TV, Android TV, Fire TV et tout le bazar. Et puis après ils se disent bon bah en fait on va jamais y arriver. Donc si quelqu'un s'intéresse de racheter le catalogue, ils se disent c'est viandé parce qu'on arrête, on casse la baraque. Donc je trouve ça assez hallucinant. Et alors, c'est pas des couillons, hein, les mecs qui ont investi dedans. Hein, ils ont, parce qu'il faut quand même claquer 1,7 milliard, c'est quand même chaud. C'est Walt Disney, 20th Century Fox, NBC, Sony, Time Warner, Lionsgate, MGM, etc. Goldman Sachs, JP Morgan, donc toutes des grosses boîtes, même Alibaba aussi. Donc ils ont réussi à faire des magnifiques tours de table et ils ont tout brûlé. En tout cas, ils sont forts pour aller chercher des sous. Ils sont très forts pour aller chercher des sous. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est assez hallucinant en fait, à quel point on est capable de faire d'aussi grosses levées pour un truc qui tient pas un an. Enfin, en fait, elle a un peu plus d'un an. Ils ont créé la société en 2018, mais ça fait un peu moins d'un an que réellement il y a des trucs produits et disponibles. Donc ça fait 1 milliard par an, quoi. C'est un sacré cash burn. Ce qui pose la question sur les gens qui donnent l'argent, qui investissent, et le type de contrôle qu'ils font sur la structure de management, sur le business plan, etc. Oui, ou leur vision, quoi. La vision, hein. Ouais. Est-ce que ces gens seraient pas devenus un petit peu des caricatures d'eux-mêmes? Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui remontent un peu le temps, qui se revoient au début des années 2000, tu vois, quand on claquait à tire-larigot et qu'ils pensent repérer une bonne idée, mais que leur instinct les a un petit peu lâchés, quoi. Oui, alors, au final, quand tu lis, je sais même pas totalement, c'est même pas totalement clair de pourquoi ils arrêtent. Si, ça marche pas, mais ils ont encore du pognon, ils ont encore quelques centaines de millions de dollars, mais ils se disent, ça sert plus à rien, ça marchera pas, on n'a plus assez. Donc, et cet argent, ils disent, on va le rendre aux actionnaires, ce sera bien. Ouais, il te manque quand même plus d'1 milliard, hein, donc celui-là, tu pourras pas le rendre. Oui, et d'autant plus qu'ils se positionnent sur un segment qui est en plein boom depuis le confinement. Le streaming marche très bien pour tous les autres. On a vu le lancement de Disney très réussi. Oui, le lancement de Disney, il aurait quand même bien marché sans le confinement, tu sais, je pense, juste sur la marque. C'est pas une start-up qui est dans le domaine des voyages ou qui fabrique des avions ou des secteurs qui sont sinistrés. C'est un secteur plutôt porteur. Je vois aussi, est-ce que je découvre l'information quand Seb en parle, qu'ils ont gagné 2 Emmy Awards. Donc ils ont quand même eu un peu de reconnaissance du milieu et de la profession. Mais oui, visiblement, ça suffit pas. Bon, j'allais dire affaire à suivre, mais non. C'est fini. Quibi, c'est fini. Voilà, ça s'écrivait Quibi. Quibi. Donc il y aura un domaine à vendre, hein, certainement. Donc voilà, c'est cher sans doute, pour le coup. 1 milliard. C'est le nom de domaine à 1 milliard. Magnifique. On va vite les oublier, hein, de toute façon, ça c'est fait. Hein. La lettre C, C comme crypto. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé crypto-monnaie dans cet épisode. C'était aussi un Sébastien qui nous en parlait très régulièrement. On le salue par ailleurs. Sébastien, c'est PayPal qui se lance dans les cryptos. Mais est-ce bien sérieux? J'ai toujours peur quand on dit « Ouh là là, il se lance dans les cryptos, etc. » J'entends d'ici dire « Mais non, c'est pas vraiment des cryptos, c'est pas vraiment la blockchain, c'est autre chose, etc. etc. » Je l'entends d'ici. Alors, c'est de la vraie crypto. Et tu vois, au fur et à mesure que je perds mes cheveux, parce que vous voyez, hein, c'est bientôt fini, oui, on remet des sujets de crypto. Tu vois, peut-être qu'il y a un truc, hein, on se dit la crypto, ça fait pousser les cheveux, ou tu vois. Le prérequis, c'était Petrolane, maintenant c'est Bitcoin. Et t'espères que tes cheveux repoussent. Voilà. Et là, PayPal, tu vois, PayPal, Petrolane, ouais, c'est vrai que il y a peut-être quelque chose aussi, hein, tu vois, faut chercher. Et il y avait une rumeur depuis un certain temps sur PayPal en disant, ouais, PayPal, ils étaient dans les membres fondateurs de Libra. C'est quand même un business monstrueux. Et ils vont se lancer dans la crypto et on va pouvoir mettre du Bitcoin un peu partout. Et donc ceux qui espéraient mettre du Bitcoin un peu partout et gagner plein de sous sur leur Bitcoin, parce qu'inévitablement c'est un marché, c'est quand ce genre d'annonce crée un marché haussier sur le Bitcoin qui a gagné 5%
en quelques heures après le lancement de cette annonce. Donc voilà, finalement c'est la réalité, c'est arrivé et ça a été annoncé cette semaine et c'est vraiment de l'intégration crypto pure et dure. Alors donc non, PayPal va pas lancer une nouvelle crypto, ils vont juste accepter que tu payes avec des bitcoins, mais aussi avec de l'Ethereum, du Bitcoin Cash, du Litecoin. Donc quand tu voudras payer un truc avec PayPal, et PayPal est quand même utilisé quasi partout, la plupart des sites e-commerce acceptent toujours un petit bouton PayPal, c'est quand même un des moyens de paiement qui a le mieux fonctionné en ligne, en dehors de la carte Visa, mais ben, soit. Et donc tu pourras balancer de la crypto. Alors le marchand ne sera pas payé en crypto, PayPal va directement convertir la crypto en monnaie fiat classique, donc il n'y a pas de risque pour celui qui vend. Si tu veux vendre un truc 100 €, tu recevras 100 €, mais celui qui a payé aura payé en bitcoin. Donc c'est effectivement, je pense, un des premiers aussi gros acteurs qui dit on va pouvoir mettre de la crypto partout. Donc c'est quand même assez positif pour des cryptos qui attendent leur moment de gloire dans le paiement, parce que ça fait des années qu'on dit Bitcoin, tu vas l'avoir en paiement, tu vas pouvoir l'utiliser partout. Aujourd'hui, c'est quand même pas évident encore de sortir ton Bitcoin au supermarché pour le payer. Là, tu vas pouvoir sortir ton Bitcoin sur pas mal de sites e-commerce et éventuellement aussi sur ton app, parce qu'ils ne vont pas faire que ça, ils vont aussi faire du wallet. Donc tu vas pouvoir acheter des bitcoins, les stocker sur ton wallet PayPal et les revendre. Et donc aussi Bitcoin, Ethereum et tous ceux qu'on a cités. Et toutes ces cryptos ont explosé au moment de l'annonce. Donc voilà, ont explosé, c'est 10, 15, 20%, ça dépend de la crypto. C'est pas encore dispo aujourd'hui, ce sera début 2021. Donc là aussi, probable que ça ait un impact au niveau du cours. Je ne vous ai pas dit d'acheter de la crypto, je ne vous ai pas dit d'acheter du Bitcoin. Si ça s'éclate, tant pis pour vous. Soyons bien clairs là-dessus. Par contre, juste pour se donner une idée des volumes, PayPal sur le deuxième trimestre 2020, ce qui est pas forcément, enfin oui, ça peut être un bon trimestre pour l'e-commerce, suivant les conditions actuelles avec le Covid, c'est 222 milliards en transactions. Donc ça fait du pognon. Les sites d'e-commerce qui utilisent PayPal, est-ce qu'ils ne seraient pas essentiellement américains, ou en tout cas des locaux entre guillemets américains? J'ai l'impression, non? Ou c'est peut-être juste une impression. Non, Amazon, par exemple, Amazon France n'accepte plus PayPal, me semble-t-il. Non, Amazon ne le fait pas, mais ils ont un système concurrent qui s'appelle Amazon Pay, si je ne m'abuse. Et donc voilà, ils sont en concurrence directe avec PayPal. Oui. Mais non, cette semaine, j'ai acheté un truc sur un site allemand, Thomann, pour ne pas le nommer, un site de matériel de musique et de son, et j'ai payé avec PayPal. 346 c'était des connecteurs, des bedcaps, tu sais, ces connecteurs qu'on n'arrive jamais à trouver ailleurs. Oui. Très bien. Ils ont l'air de fonctionner. Je me suis dit ça, je dis rien. Oui, en général, c'est utilisé par les sites e-commerce qui démarrent. Après, ça reste souvent il y a plein de sites e-commerce en Europe, même en Belgique, qui acceptent PayPal, mais tu vas le trouver essentiellement sur des sites e-commerce de plus petite taille, parce qu'il n'y a pas d'abonnement, en fait. Oui. Donc, tu mets un paiement PayPal sur ton site, ça ne te coûte rien, ça ne te coûte que si tu vends. Et du coup, effectivement, la marge de PayPal est meilleure, mais ils n'ont pas de revenus récurrents. Oui. Donc, voilà. Donc, tu le trouves vraiment partout. Tu as des intégrations PayPal avec tous les sites e-commerce possibles. eBay, entre autres, hein, me semble-t-il, quand même. Oui, parce que c'était la maison. C'était la même maison, ça ne l'est plus. Donc, oui, je pense qu'ils sont toujours à coquiner, entre guillemets, même si eBay a un peu perdu de sa superbe par chez nous. Hein. On parle beaucoup moins d'eBay aujourd'hui. Bah, ils ont été rachetés, si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Par des Européens. Oui. Mais en même temps, c'est pas devenu non plus. Quand je parle moi d'eBay à quelqu'un, on me dit ça existe encore. Tu vois, c'est un peu particulier quand même. Bon, ben voilà, c'est un pas de plus pour la crypto-monnaie chez PayPal. C'est un pas très important. C'est un pas important. Ça va peut-être faire réagir le marché aussi des vieilles banques entre guillemets, comme celui des néobanques aussi. Hein, pourquoi pas, pour intégrer les néobanques, ils l'intègrent déjà. Ouais. Si tu prends du Revolut. Oui. Revolut, il y a toute une série de cryptos sur lesquels tu peux les acheter en portefeuille, tu peux mettre de l'or, tu peux acheter des actions. La plupart des néobanques le font. Hein.
Mais les vieilles banques classiques, c'est encore pas ça va encore les gêner aux entournures un petit moment, hein, je pense. Mais ils n'avaient pas la possibilité. Hein. Maintenant, les banques américaines ont, depuis pas tellement longtemps, la possibilité pour toi de stocker de la crypto. La petite marge qu'ils prennent, elle est importante. Je vais te passer la parole dans un instant, Sébastien. Très scolairement levé le doigt. Oui, les marges sont importantes. Hein. Les marges en paiement, quand tu fais un paiement PayPal, c'est important. Mais voilà. Au final, tu sais, si tu as un petit business qui te prenne 3 ou 4% sur les 2 ventes que tu as fait sur le mois, ça change pas ta vie. C'est pas ça qu'elle est te permettre. Que t'as pas d'autres frais d'intégration d'un système local, etc., etc. Voilà, ça fonctionne et on est tranquille, quoi. Un abonnement, quoi. Oui. Sébastien, oui. Oui, si ça te coûte trop cher, tu passes à des abonnements et t'es parti sur d'autres systèmes. Il y en a plein d'autres qui te permettent d'accepter des cartes de crédit. Oui. Sébastien, l'autre Sébastien. Oui, 346 millions de comptes actifs sur PayPal dans la news que tu as mis à l'écran là pour ceux qui regardent la vidéo. Ça veut dire aussi que c'est un moyen très simple pour des tas de gens qui ne l'auraient jamais fait autrement de démarrer avec la crypto-monnaie. Sans doute. Je vois pas mes parents aller ouvrir un compte sur un wallet quelconque et commencer à faire du Bitcoin. En revanche, si ça revient dans leur application PayPal qu'ils utilisent déjà et qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ça va être un accès beaucoup plus facile pour toute une catégorie de population à la crypto-monnaie. Et en ça, je rejoins ce que Seb a dit en disant que c'est un move assez intéressant et assez important qui risque de changer un peu les positions telles qu'elles sont aujourd'hui. Juste un mot, je le précise, comme toujours, les sources de ce dont on parle ici, comme c'est une revue de presse, eh bien, les liens, vous les retrouvez évidemment en description de la vidéo sur YouTube, mais aussi, je le rappelle, sur notre blog lestechno.be, comme ça vous pouvez aller plus loin, vous aussi, et aller explorer les différents articles de votre côté. Allez plus haut. Allez plus haut. C'est un blog, c'est un podcast musical maintenant. Et c'est jeudi, on est fatigué. Hein. Juste pour info, parce que PayPal, pour rejoindre Sébastien, parce que le Sébastien dit toujours des trucs intéressants. Pour rejoindre Sébastien là-dessus, non seulement effectivement, il y a plein de gens à qui ça leur permet d'accéder à de la crypto qui n'ont généralement pas la possibilité technologiquement parce qu'ils comprennent pas ou ils n'ont pas les outils. PayPal anciennement était aussi très limité parce que c'était carte de crédit uniquement. Depuis déjà un certain temps maintenant, tu peux lier un compte en banque classique en Europe avec grâce au SEPA et donc tu vas faire un paiement avec PayPal sur un site qui normalement n'accepte que des cartes de crédit. Et toi, ça t'a retiré l'argent de ton compte, t'as pas de carte de crédit. Donc ça permet aussi à plein de gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir une carte de crédit, parce que tout le monde n'y a pas droit, en Europe en tout cas, de pouvoir faire des achats en ligne avec des trucs comme PayPal. Donc voilà, ça ouvre vraiment à monsieur tout le monde plein de choses. Vous nous en direz des nouvelles, comme on dit, dans ces cas-là. Voilà, parce que, voilà, c'était une 2021. 2021, bon, c'est demain, hein, pour ainsi dire. Donc voilà. Et mon avis, la vente en ligne, encore de beaux jours devant elle, pour les raisons qu'on expliquait là tantôt, d'ailleurs. Je pense que ça va encore durer un petit moment. Hein, voilà. Je regarde les commentaires en direct sur Twitch. Il y a Thierry et Xavier, que vous connaissez bien, qui nous suivent. Qui précise 3% de transactions pour PayPal, mais il n'y a pas de frais variables comme voilà, tu l'as dit. Et on mentionne également, et c'est vrai que j'avais regardé ça dans un contexte business il n'y a pas longtemps, Stripe, qui est une alternative à PayPal aussi, qui est aussi un site web de paiement très facile à intégrer pour les marchands. J'avais regardé la partie SDK, comment il faut faire pour s'intégrer, pas de frais fixes non plus, uniquement. Donc voilà, il existe des alternatives, mais Stripe c'est plutôt pour les vendeurs, soit quand on a un site web marchand, soit je vois ça souvent ici en France, les taxis ou ils ont un petit appareil aussi qui leur permet d'accepter des paiements par carte. Et Square aux États-Unis aussi. Et Square, c'est un. Mais PayPal, alors je sais pas, c'est peut-être une image que ça me renvoie à moi. J'ai l'impression que PayPal a une image un peu plus solide, en tout cas dans l'imaginaire européen, belge, français, suisse. Oui, c'est ça. C'est plus installé, quoi. Ça fait. Puis c'est Elon Musk aussi à l'époque. Bien sûr, aussi. Il faut se le rappeler aussi, effectivement. On peut passer à la suite, parce que là, quand même, à un moment donné, c'est bon. On est à la lettre C encore, ben oui, encore, pour parler de Cups.
Voilà, ça c'est le sujet de Sébastien, forcément, puisque voilà, on va parler de ce projet signé Apple, mais qui n'évolue plus. On se demande bien pourquoi. Alors les deux Sébastien ont choisi le même sujet, il faut que je vous le dise, hein, ils se sont un peu battus entre eux, lequel va le faire, etc. Je pense qu'ils vont le faire ensemble, deux concerts, et moi je vais m'effacer, je m'efface, pouf, je ne suis plus là. Là, l'autre qui a trouvé la news, moi je l'avais pas vu passer, qui l'a gentiment partagé. C'est vrai que après j'ai reprise dans la conduite, mais ça vient de l'autre Seb, donc n'hésite pas à rajouter quelque chose. En fait, je l'avais même oublié quand j'ai vu passer cette news. Je me suis dit tiens, c'est vrai. CUPS, ça existe toujours. Alors, c'est quoi CUPS? C'est Common Unix Printing System. C'est un ensemble de librairies qui permet, au départ pour Linux, d'imprimer. Alors, ça a l'air tout con d'imprimer. On est au 21e siècle et on parle encore d'imprimante et d'imprimer, mais il faut se remettre dans la tête ce que c'était Linux fin du siècle passé, à l'époque où moi je travaillais exclusivement sur Linux en desktop, et c'était l'époque où je recevais un nouvel appareil photo ou une nouvelle imprimante et je devais recompiler mon kernel pour pouvoir imprimer un truc ou pour pouvoir télécharger les photos de mon appareil photo. Heureusement, les choses ont bien évolué. Et côté imprimante, c'est CUPS qui a fait ça. CUPS, donc, c'est un ensemble de librairies qui permet très facilement à des vendeurs de plugger un fichier PPD qui définit le langage, je vais dire, de l'imprimante. Et donc, ça permet à toutes les applications de pouvoir imprimer avec la même API. Et ce truc-là fait la conversion vers le langage spécifique de l'imprimante. On oublie aussi que CUPS donc facilite l'impression sous Linux, que les Mac depuis 2001, depuis macOS 10, c'est grosso modo du BSD avec un kernel différent, mais c'est Unix également qui est dans les Mac que vous avez en face de vous. Et donc Apple s'est montré très intéressé par CUPS dès le lancement de macOS 10, au point d'intégrer CUPS en 2002 dans une des toutes premières versions de macOS 10. Et c'est devenu le système tout à fait transparent, parce que ça a été intégré à la Apple, donc on le voit pas, il y a plus les pages d'admin qu'on voyait sur Linux, etc. Mais en dessous, c'est le système qui permettait à macOS 10 de parler à des tas d'imprimantes. Et puis, peu de temps après, ils ont engagé le gars qui avait créé cette librairie, et ce monsieur travaillait chez Apple depuis 2007, et il se trouve qu'il a démissionné en 2019, et depuis qu'il a démissionné, il y a de moins en moins d'activités, puisque c'est un projet open source, on voit toute l'activité de développement, et là où il y avait eu plus de 300 changements en 2018, il y en a eu qu'un en 2019, il y en a eu qu'un en 2020, donc visiblement Apple n'investit plus dans le développement de CUPS, mais ceci s'explique pour des raisons technologiques aussi, les imprimantes ont un peu changé depuis, il y a un nouveau système qui s'appelle IPP, où au lieu que ça soit l'ordinateur qui convertit dans le langage spécifique de l'imprimante, avec IPP, toutes les machines se sont mises d'accord pour envoyer quelque chose de commun à une imprimante, et c'est l'imprimante elle-même qui convertit vers son système à elle. Donc le driver qu'on devait installer avant, finalement, il n'est plus dans notre laptop ou dans notre desktop, mais il est directement sur l'imprimante. D'accord. Et ça explique aussi pourquoi il y a moins intérêt à utiliser CUPS. Alors j'ai fait mes petites recherches cet après-midi, j'ai vu qu'IPP a l'air d'être bien supporté sur Linux, mais j'utilise plus Linux, côté desktop en tout cas. Donc Seb, tu pourras peut-être en rajouter une couche là si tu utilises Linux sur le desktop. Mais voilà, c'est quand même une grosse partie de l'open source importante pour Linux et importante pour Mac, qui va probablement disparaître parce que simplement on change de technologie. Donc merci CUPS, merci Michael Sweet, je connaissais pas le nom du monsieur, parce que c'est vraiment un système qui a aidé des dizaines de milliers de personnes pour simplement imprimer. Bien, voilà, c'est un beau résumé. Sébastien, l'autre. Oui, c'est un gentil résumé. Oui, c'est bien. Ça mérite parce que voilà. C'est fort gentil. Tu vois, il n'y a pas un petit coup de poignard tu vois, il n'y a rien. Sur CUPS, j'ai vraiment pas envie de dire du mal parce que c'était un truc qui a marché bien. C'est parce qu'il y a Apple dans la phrase, c'est ça qui te. Tu vois, alors aujourd'hui, effectivement, j'ai toujours CUPS sur ma machine. Alors c'est pas parce que tous les constructeurs se sont mis d'accord que toutes les vieilles imprimantes vont changer. Non, il y a toujours beaucoup d'imprimantes sur le marché. Et pour effectivement être toujours en desktop, sous Linux, pour imprimer, en général, quand je veux imprimer un document, une fois sur deux, je demande à ma compagne, je te l'envoie, tu l'imprimes. Donc à la maison, c'est simple, une imprimante, ça veut jamais. Elle est reconnue, ça marchera jamais. Si je puis me permettre, je fais juste une petite aparté. Qu'est-ce que tu as été malheureux quand Google a annoncé qu'ils supprimaient leur impression à distance? J'ai pleuré parce qu'effectivement, pour pas mal d'imprimantes,
j'utilisais Google pour dire bon je suis désolé, c'est mon seul truc qui fonctionne, je te l'envoie et tu me le fais en PDF et tu me le renvoies à l'imprimante. Ça marchait. Ici, l'imprimante, non, c'est l'enfer. À part des grosses machines, ça fonctionne bien, mais des récentes, les autres. Voilà. Et donc que Apple engage le gars, très bien, qu'il sponsorise le truc, c'est top, c'est bien pour la communauté. Qu'il laisse le truc complètement à l'abandon, bon, voilà, c'est pas comme s'ils avaient pas la possibilité de financer encore un tout petit peu le truc. Enfin, c'est pas eux qui l'ont créé, c'est le gars, donc si le gars s'en va, ça fait 10 ans qu'ils sont dessus, quoi, donc qui pourrait continuer. Ils n'ont pas marqué un intérêt super, voilà, a priori, tant que le mec bossait, ça allait, et puis il lâche un peu le bidule, et du coup, tout le monde s'en fout un petit peu. C'est tout juste si on se rappelle qu'il y a une poubelle à aller vider dans son bureau, quoi. C'est un peu... Ils savent peut-être pas qu'il est parti. Oui, c'est ça, en fait, ils savent pas. Le bureau du fond, là, à côté, c'était qui encore, le mec il marquait Cup sur sa porte, on se rentrait. Dans l'article de Register, il dit qu'il y a encore 2 personnes chez Apple qui travaillent sur le groupe printing. Donc il n'était pas tout seul, il avait des collègues, il y a encore des gens, mais c'est vrai qu'il y a moins d'activité côté. Un de nos auditeurs, probable futur chroniqueur, je dis rien, Picaboo, qui nous disait en aparté via Twitch que c'était aussi l'opportunité de pouvoir faire fonctionner des vieilles imprimantes, par exemple, des trucs un peu vétustes, d'avoir ce type d'outils. Moi, je pense à ma vieille Epson, vous savez, sur port parallèle, le truc à ne pas débrancher quand l'ordinateur est allumé. Mais c'est vrai que c'était une chouette petite imprimante qui permettait de faire plein de trucs à l'époque. Il faut remettre les choses dans le contexte, effectivement. Et puis qu'à un moment donné, avec l'arrivée de Windows 95 et des trucs comme ça, ça fonctionnait plus, c'était compliqué, c'était voilà. Je peux troller ? Oui, vas-y, je t'en prie. C'est la preuve que le système open source ne marche que quand il y a des grands intérêts commerciaux derrière. Linux est de loin le système d'exploitation le plus utilisé sur la planète côté serveur, mais côté serveur, il y a personne qui imprime, donc tout le monde s'en fout de Cups. Il y a une minorité qui utilise côté desktop, et donc s'il n'y a pas une société qui va aller mettre de l'argent, qui a l'intérêt à vendre des produits desktop qui impriment, voilà. C'est laissé au bon vouloir de la communauté, et voilà, il faut comment on dit ça, un dictateur bénévole qui reprenne les rênes de ce projet-là et qui le lead comme Linus le fait pour le kernel, par exemple. Ouais, enfin c'est un peu la base de Richard Stallman. Il avait pas ses drivers et puis ça l'a énervé. Il avait pas les sources et il pouvait pas l'utiliser et il est parti là-dedans. Donc voilà, c'est le support du matériel sur un OS, ça a toujours été la source de frustration pour plein de gens. Quand t'es passé de Windows 95 à Windows XP, Windows 2000, Windows XP ça a encore été, mais quand t'es passé à Windows 2000, en un coup, il y a des milliers de périphériques où tu pouvais juste te brosser et t'étais bon pour les taper à la casse, alors qu'ils fonctionnaient. Quel cas de mon Epson. Oui, mais c'est pas les seuls trucs. Il y en a eu plein, des webcams, enfin, il y a eu plein de périphériques que tu as dû complètement oublier. À une époque, je te coupe 2 secondes, à une époque, on n'avait pas cette habitude, j'ai presque envie de dire qu'on a aujourd'hui, de renouveler très fréquemment son parc de matériel. À l'époque, quand on avait une imprimante, c'était un investissement comme un moniteur, et on essayait de la garder assez longtemps quand même. Et que quand on a vu que c'était le software qui allait décider si on allait garder le hardware, c'était un choc quand même. Donc, et l'histoire de l'imprimante, c'est un peu ça aussi, si je puis me permettre. Je te rends la parole. Oui, et Apple, là, de ce côté-là, ils s'en foutent un peu plus. Le matériel, il sera supporté 5 ans ou un peu plus, et puis après, voilà, tant pis. Ils en vendent plus d'imprimantes à Apple. Non. Depuis de longues années. Oui. Depuis de très longues années, oui. Ils en ont vendu, mais c'est fini. Ok. Bon, écoutez, maintenant on sait maintenant ce qu'est Cups, on sait que ça n'existe pas. Quand vos parleront de Cup à la maison, vous savez ce que c'est. Voilà, et vous pourrez pas parler, voilà, et bon, vous sortirez les rames de papier. C'est drôle.
La lettre G comme Google, quand le gouvernement américain veut démanteler Google. C'est un peu le serpent de mer, cette histoire-là, hein, ce démantèlement des GAFA, un truc qui a déjà été évoqué maintes et maintes fois l'année dernière et encore cette année-ci. Ça semble se préciser de plus en plus. On sent que ça s'énerve un petit peu. Hein, on a vu aussi Mark Zuckerberg un petit peu s'énerver il y a quelques semaines. Donc voilà, il faut refaire le point à un moment donné parce qu'il y a des avancées dans le dossier, on a envie de dire, Sébastien. Oui, enfin, il y a une volonté politique de l'administration Trump d'avancer, même dans certains articles, ils disent de conclure avant les élections, ce qui me fait doucement rire. Faut pas traîner. On se rappelle que le procès Microsoft, ça avait pris 10 ans quand même avant, avec les appels, etc. Mais donc il y a toujours cette idée que Google utilise ou abuse de sa position dominante dans le domaine de la recherche et qui empêche le marché de se développer et des nouveaux entrants d'arriver sur le marché. Spécifiquement, ils en ont après un deal entre Google et Apple qui fait que Google est l'engin de recherche par défaut sur les téléphones iPhone. Selon Google, ça générerait 50% de son trafic et selon des analystes, Google paierait entre 8 et 12 milliards par an à Apple pour être l'engin de recherche par défaut, parce que si les gens cherchent avec Google, forcément ils atterriront sur la page de résultats de Google, ce qui leur permettra de mettre des publicités, ou des liens sponsorisés, comme ils disent, en haut de la page, et donc de générer des revenus pour eux. Alors, l'article du New York Times, qui est très détaillé et très long, ne dit pas comment couper Google non plus, parce que Google, c'est plein de choses, c'est pas que l'engin de recherche, c'est G Suite, c'est le cloud, c'est YouTube, etc. L'attaque a l'air plutôt entre le lien entre la recherche et la pub, et la très forte connexion qu'il y a entre l'indexation et la recherche de documents et la pub, où là, ça pourrait avoir du sens. Avec les autres divisions que j'ai citées avant, ça aurait moins de sens. Google répond évidemment en disant qu'ils ne sont pas dans une situation de monopoly. Il y a Bing de Microsoft, il y a, alors j'oublie toujours le nom de cette boîte française, c'est la preuve. Il y a une petite DuckDuck, c'est pas français, c'est américain, mais oui, il y a DuckDuck, il y a Quant, voilà, c'est le nom que je cherchais. Il y a d'autres engins de recherche également. AltaVista, Lycos. Mais entre autres. AltaVista, ça fait des années que j'avais plus entendu parler d'AltaVista. Et Lycos, la publicité avec le chien, allez, va chercher Lycos. Très bonne pub. C'était malin. Pardon, je diverge. Tu dis ce que tu veux, après ce qu'on a fait déjà. Et c'est beaucoup. Voilà. Donc c'est une plainte de l'agence anti-compétitive qui pourrait ouvrir la porte à plein d'autres aussi, parce c'est une plainte au niveau fédéral, mais il y a plein d'États qui ont les mêmes griefs après Google et les autres d'ailleurs. Ici on parle de Google, mais j'ai rien évidemment contre Google. Donc comme tu dis toujours, Marc, affaire à suivre, on va regarder. Le vent pourrait quand même changer très fort en fonction du résultat de l'élection dans 3 semaines. C'est assez marrant, non, c'est assez bizarre que ce soit sous Trump que les choses s'activent. Ce serait plutôt, pour moi, un combat de démocrates aux États-Unis, cette scission ou ce découpage en petits carrés des GAFA. C'est vrai, hein. On dirait que c'est un petit peu un combat un petit peu particulier. On dirait plus que c'est revanchard, plus qu'autre chose, quoi. Je sais pas ce qu'en pense l'un ou l'autre. Mais c'est quelque chose dans l'administration américaine. Enfin, il y a une culture politique du combat du monopole qui est assez présent aux États-Unis. Juste pour citer 2 cas relativement récents, sur les 40 dernières années, c'est le démantèlement des compagnies téléphoniques qui étaient sous la houlette des TNT, avec Bell Telephone qui contrôlait le marché local, et TNT le marché longue distance, et la fabrication de matériel, c'est surtout ça qui pose des problèmes, qui a été démantelé avec AT&T qui a gardé la longue distance, les Bell et Baby Bell comme on l'a appelé qui ont pris le marché local, interdiction à AT&T de vendre du matériel au Baby Bell, ça c'était il y a 30-40 ans, dans les années 80 je dirais, et puis plus récemment, et ça il y a plein d'auditeurs qui s'en souviennent encore, Microsoft qui a été accusé d'abuser de sa position dominante sur Internet en plaçant Internet Explorer par défaut dans ses produits,
et qui étaient obligés d'arrêter cette pratique. Ils avaient été très loin, Microsoft. À un moment, l'Explorer, c'était Internet Explorer. Donc le truc pour naviguer, pour ses fichiers, etc., c'était la même interface qui était utilisée à la fois pour le navigant local et Internet. Mais ça a pris 10 ans d'appel en appel et relais et Cour suprême, etc., avant qu'ils soient condamnés. Ce qui est bien aussi avec Google, c'est qu'ils arrivent à se démanteler eux-mêmes sans qu'on leur demande rien, en supprimant certaines activités, comme Google Music par exemple, on l'a appris cette semaine, c'est mort. Ça rentre dans le fameux cimetière des choses disparues, tuées par Google. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter, Sébastien, sur ce sujet-là en particulier. Oui, il y en a un dont on n'a pas parlé ici, mais il y a une société qui a paniqué en voyant cette news et qui effectivement est menacée si ce type d'accord doit être caduque. C'est Firefox, parce que Firefox et la fondation Mozilla tirent la majorité de ses revenus aussi d'un deal avec Google, qui place Google comme étant le moteur de recherche par défaut. Donc si Mozilla perd ce deal, on a un problème. Juste encore une toute petite parenthèse par rapport à Google, c'est une news qu'on va pas développer ici, mais apparemment ils font encore évoluer leur moteur de recherche entre guillemets chez Google avec de nouvelles applications d'intelligence artificielle, et on sent clairement que dans les pages de résultats, on a plus envie de vous donner le résultat, c'est-à-dire le résultat de la question, plutôt que de vous envoyer vers un site internet. De plus en plus, on intègre le contenu du site web dans la page de réponse de Google, quoi. Donc ça va encore faire, à mon avis, du bruit dans les semaines, les mois qui viennent, par rapport aux ayants droit, par exemple, comme on l'a eu en Belgique, en Europe de manière générale, avec la presse, cette récupération du contenu pour le mettre dans leur layout quelque part, pour éviter que les gens ne sortent de Google. Voilà, c'est ça. Mais continue de regarder des pubs sur le site de Google. Bien sûr, c'est ailleurs. Ça, c'est garder le contrôle, quoi. Et ils se défendent derrière l'expérience utilisateur, et je suis d'accord avec. En fait, c'est ça qui est. L'argument est tenable, c'est ça le pire. Oui. Mais en même temps, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Bref, si vous avez une opinion sur ce sujet, comme sur tous les sujets qu'on aborde dans chaque épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, évidemment. À ce stade, je pense que vous pouvez continuer à faire des commentaires intelligents. On vous fera faire des commentaires peut-être un peu plus bêtes plus tard, pour voir si vous avez été plus loin, au-delà de la 37e minute, par exemple. Affaire à suivre là aussi. Ça me fait un peu rire. Si vous mettez en commentaire Cups, on saura que vous êtes arrivé jusqu'ici, par exemple. Ça, on est sûr, du coup. Mais ça, je dis rien. Ça titille les algorithmes, une fois de plus. Voilà, ça nous permet d'être peut-être un tout petit peu plus visible. La lettre I comme Intel. Tiens, Intel aussi abandonne des trucs de temps en temps. Et ces derniers temps, ils abandonnent quand même souvent des choses. J'ai envie de rajouter Sébastien. Oui, ils abandonnent, ils vendent, mais ils vendent cher, mais en attendant, ce qui est vendu une fois quand c'est une division complète, tu ne pourras pas le faire 2 fois, parce qu'après, il n'y a plus. Donc, ils se séparent d'un secteur d'activité, et ici, c'est assez étonnant quand même. Faudra voir à moyen terme comprendre la motivation d'Intel derrière. Et donc, parce qu'ils se séparent de toute la partie NAND, donc mémoire, SSD, donc tout ce qui est à base de NAND, bêtement, quoi. Donc il y a quand même pas mal de business derrière et pas mal de trucs, qui est quand même assez proche finalement de ce qu'ils font. Bon, une carte mère avec le logo Intel, le processeur Intel, si le disque dur qui va avec le bon SSD et la mémoire, ils ont pas mauvaise réputation, c'est loin d'être du mauvais matériel, et ils vendent le tout pour 9 milliards, ce qui me semble finalement pas si cher que ça, à Hynix. Alors c'est qui Hynix? C'est une boîte qui est antique, elle est presque plus vieille que nous, tout juste. Elle est de 83, c'était une société qui, quand elle a été créée, est un nom assez connu, c'était Hyundai Electronics Industries. Donc Hyundai, on connaît bien Hyundai. Et effectivement, ils sont, eux, très spécialisés dans tout ce qui est mémoire DRAM et mémoire flash.
Donc c'est pile poil pour eux. Ils ont fait plein d'innovations, c'est pas les derniers sur le secteur, donc c'est vraiment une très bonne boîte. Mais voilà, moi je suis assez étonné. Intel a déjà vendu des grosses divisions, dont tout ce qui était puces mobiles, je pense que c'était l'année passée. Et ils séparent morceau par morceau de la société. Ici, ils ne se séparent pas que de la production, ils séparent des usines, mais aussi des gars, de tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc ils ont vraiment tout coupé en un coup. On pourrait se demander si, parce que voilà, ils vendent certes, mais on pourrait se demander s'ils ne préparent pas une grosse acquisition quelque part. Parce que 9 milliards. Voilà. ARM, c'est fait, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais pour 9 milliards de nos jours sur la scène tech? Quand tu regardes, ça paraît un peu délirant de dire ça, hein, mais quand tu vois les prix de rachat des boîtes ces dernières années, tu peux financer 9 startups bidons. Oui. Je renvoie au premier sujet. Mais je sais pas. C'est bon, oui, parce qu'ils vendent ça, mais ils n'ont pas vendu que ça jusqu'à présent. Ils se débarrassent de différentes. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais. Oui, j'ai l'impression de me retrouver avec l'histoire de Kodak, si tu te souviens, qui, morceau par morceau, à un certain moment, ils leur disent bon, il ne reste plus que les brevets, hein, les gars. Oui, c'est ça. On deux dans une pièce. Qu'est-ce qu'on fait? Les brevets, on les garde, hein, c'est des papiers pas chers, tu vois. Et jusqu'à la marque, quoi, tu vois. C'est le, ou le petit sonal, là. Tu vois, même ça a de la valeur aujourd'hui. Ils ont déposé une couleur aussi, il y a une couleur Intel. Voilà, donc bon, quand ils commencent à toucher à la couleur et au logo et au petit sonal, là on pourra dire que c'est les carottes sont cuites. C'est vrai, hein, on pourra se dire qu'à ce moment-là c'est mort, quoi. Mais on n'y est pas encore, manifestement. Non, le logo, je pense qu'il garde, et la petite musique aussi. Est-ce qu'il ne serait pas, tout doucement, il faut être clair, en train de se préparer un petit peu à ce recul annoncé dès le moment où Apple va faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, c'est-à-dire se passer des processeurs Intel? Je crois que le plus grand risque pour Intel, c'est pas nécessairement Apple qui se déplace vers ARM, c'est le serveur qui se déplace vers ARM. Je crois qu'il y a beaucoup plus de processeurs Intel aujourd'hui qui tournent dans des data centers que sur des desktops. Alors c'est clair, c'est une grosse partie, les quelques dizaines de millions de Mac, mais les trois grands cloud providers publics sont tous en train de se positionner sur des architectures ARM aussi, pour diminuer leur dépendance avec Apple et pour contrôler, on en a déjà parlé dans un précédent épisode, contrôler leur roadmap, pour les mêmes raisons qu'Apple, mais dans un autre domaine, contrôler le roadmap, les features et le ratio qualité-coût. Et effectivement, les providers classiques, Intel, AMD, doivent se repositionner et Nvidia fait partie du jeu aussi. D'autant que si je ne m'abuse, ça bouge aussi du côté d'IBM sur le business de manière générale. Ouais. Donc il y a des mouvements de ce côté-là aussi qui annoncent des modifications du paysage, voilà, comme ça arrive tous les X temps dans différents domaines. Hein, c'est pas rare, je veux dire, c'est pas voilà. Est-ce qu'on a tout dit ou pas? Non. Non. En fait, oui, je pense que Intel est pas spécialement dans les meilleures années, mais c'est comme IBM. Si tu reprends IBM depuis son lancement, IBM a des périodes avec du management qui est différent d'une fois à l'autre. Tu as d'abord un management qui fait beaucoup dans l'innovation. Donc, ils acquièrent des parts de marché, ils développent plein de solutions. Et puis après, tu as un management on arrive à une solution qui est pérenne, stable, fonctionnelle, où ils ont grangé pas mal de bénéfices. Et puis tu arrives dans un gestionnaire qui, pendant quelques années, va tirer tout le pognon qu'on peut de la techno, et puis après, c'est bon, on abandonne. Ouais. Et ils restent avec leur paquet de pognon, mais plus réellement grand-chose à vendre. Et IBM a déjà fait quelques cycles comme ça, en séparant souvent aussi d'activités, hein, comme ils ont balancé leur laptop, et tout ce qui était PC perso. Et donc ils ont fait plein de fois ça déjà, et il leur reste pour le moment aujourd'hui le service. Et voilà, aujourd'hui, de loin, je ne vois pas encore vers quoi va Intel. Mais ils font le même genre qu'IBM. Oui, c'est ça. C'est un peu dans le même esprit. Donc, affaire à suivre, là, pour le coup. Hein, on peut le dire. Voilà. Il fallait que je le place à un moment ou à un autre. On est à la lettre L. Sébastien va nous parler de langage. Quand on invente
de nouveaux langages. De quoi s'agit-il? On a une nouvelle langue, une novlangue. Une novlangue, voilà un sujet bien d'actualité. Et pourtant, non, ce n'est pas un sujet d'actualité. J'avais envie, pour une fois, de parler d'un truc qui n'est pas nécessairement de l'actualité brûlante de la semaine, ni même du mois, ni même de l'année. Juste une tendance que j'observe sur le marché de l'informatique, où on est au 21e siècle, on programme des machines depuis, j'ai pas fait le calcul, mais depuis une bonne 60aine d'années, au moins, et on invente encore des nouveaux langages de programmation. Alors, ceux qui me connaissent savent peut-être que, voilà, j'aime bien regarder les langages de programmation, j'aime bien la mécanique dans le langage de programmation et pourquoi ils existent. Et exactement comme on ne construit pas toute une maison juste avec une scie et un marteau, il faut des outils spécifiques pour des tâches spécifiques. Et les langages de programmation sont ces outils spécifiques qui donnent la possibilité à des informaticiens, à des développeurs, de pouvoir s'attaquer à des problèmes spécifiques aussi. Alors vous retrouverez dans les notes du podcast, j'en ai accroché 3. Et celui qui a déclenché cette réflexion chez moi cette semaine, c'est Julia, dont j'avais jamais entendu parler avant cette semaine, le Julia Programming Language, qui est un langage destiné aux data scientists, data analysts, les gens qui doivent manipuler des gros volumes de données. Vous savez, vous recevez des gros fichiers en texte et puis il faut les transformer, les bidouiller sur, en général, des gros clusters de machines. Traditionnellement, c'est un domaine où le langage Python a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de librairies qui font que c'est assez simple à utiliser et les gens qui analysent des données peuvent se baser sur ces librairies dans Python pour extraire, transformer, visualiser les données. Et depuis quelques années, il y a ce langage Julia qui est apparu et qui vise le même segment que les pythonistes, mais avec deux trois avantages en plus, selon eux. L'avantage de Python étant la base installée tellement énorme et la base de connaissances tellement énorme de gens qui connaissent Python. Curieux de voir ce que ça va donner dans le futur. Et puis je me suis dit, oui, mais il y en a eu d'autres. Il y a Microsoft qui a inventé TypeScript, qui est un langage fortement typé au-dessus de JavaScript. JavaScript, c'est le langage qui fait tourner vos webpages quand vous utilisez Google Spreadsheet, Word Docs, enfin Word, etc. Non, c'est pas Word, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le traitement de texte de Google dans une page web, tous ces sites web. Quand vous allez sur le site web de votre banque, c'est un langage qui s'appelle JavaScript qui anime vos pages web. Microsoft en a une version un peu plus, plus sûre ou des moins faciles de faire des erreurs, qui s'appelle TypeScript. Apple a lancé un langage de programmation récemment aussi, il y a quelques années, qui s'appelle Swift. Donc Swift, c'est pour programmer essentiellement iOS, macOS, watchOS, pour remplacer un langage mémorable qui s'appelait Objective-C, qui avait été choisi à l'époque par Next, la société. Je vois Sébastien qui lève les yeux au ciel, qui avait été choisi par la société Next. Ah, Sébastien n'est pas l'autre. Le cœur de son langage de programmation, et comme vous le savez, Next a été racheté par Apple et macOS 10 est la version moderne des systèmes d'exploitation Next. Donc très longtemps, il a fallu programmer en Objective-C, ce qui était assez pénible, très verbeux, très long, une syntaxe très 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 lourde. Donc Apple a décidé de faire table rase du passé, de se mettre avec un consortium ouvert et développer en open source un langage qui s'appelle Swift. Et un acteur que j'attendais pas dans le monde des langages, c'est JetBrains. JetBrains, c'est un éditeur de logiciels qui fabrique des logiciels de développement. Si vous développez, vous connaissez certainement IntelliJ, PyCharm, ce sont des outils de développeurs. Donc, vous savez, ces éditeurs intégrés qui vous permettent d'éditer, débugger du code, qui a aussi lancé un langage de programmation avec le support ou l'Edge. Je connais pas trop la relation entre les deux avec Google. Et Kotlin est en train de devenir le langage de programmation pour la plateforme Android qui avant utilisait Java. Et donc voilà. Tous ces trucs séparés, ces événements séparés à des années de distance, montrent qu'il y a quand même une évolution. Il y a de plus en plus de langages spécialisés pour des tâches données, comme Julia, et les langages se modernisent, deviennent plus concis, plus expressifs, plus faciles de développer des applications modernes avec peu de lignes de code. Pourquoi c'est intéressant d'avoir peu de lignes de code? Parce que ça prend moins de temps pour les développer, et puis surtout ça prend moins de temps pour les débugger, puisque statistiquement il y a X bugs par millier de lignes de code, donc au moins on en écrit, au moins il y a de bugs. Puis c'est plus facile à maintenir également dans le futur. Donc juste une tendance que j'observe gentiment de voir des nouveaux langages de programmation qui apparaissent, qui vivent, parfois qui meurent aussi, mais avec des grands acteurs derrière. Kotlin, c'est Google, enfin Google et JetBrains, Swift c'est Apple, TypeScript c'est Microsoft. L'autre Sébastien, qu'en dit-il? Est-ce qu'il observe la même chose ou pas? Ouais, mais d'un autre point de vue, en fait, probablement parce que je suis plus encore les mains dans le code que Sébastien, parce qu'on y est encore, nous, tous les jours.
Alors Julia, oui, tout ce qui est data scientist, R va surtout sortir beaucoup plus que Julia. R a fait sa place. Sur des langages adossés à des énormes boîtes comme Apple et Google, je reste extrêmement méfiant et extrêmement sceptique pour plein de raisons. Mais la plus grande, c'est j'ai pas envie personnellement moi d'aller investir du temps en tant que développeur dans un langage qui appartient avec des guillemets à une société comme Apple ou Google, on s'en fout, c'est pareil. Mais je vais prendre Apple parce que je sais pas pourquoi. Et donc pourquoi j'irai investir du temps sur un langage qui va forcément me lier à un écosystème qui profite à la boîte s'ils font un langage de programmation. C'est pas par charité, c'est parce que au final, si le mec fait du Swift sur son CV, il fait du Swift, il travaille sur Apple et puis voilà, basta. Il va pas aller chatouiller un truc sur Android en faisant du Swift. Que sais-je, tu vois, c'est pas la volonté est pas toujours gratuite et ça j'aime pas trop. Alors qu'en fait, il y a déjà tellement de langages qui pourraient faire ce qu'ils font. Tu veux faire une application sur Android ou sur iOS, il fallait en C++ si t'as envie. Pourquoi on s'emmerde avec 50 autres langages? Tu vois, fais des librairies qui permettent de l'utiliser. Mais est-ce que justement... Il y a des langages faciles. S'inféoder à un langage, prenons l'exemple de Swift avec Apple, est-ce que c'est pas aussi un réflexe de jeunes développeurs, peut-être, de se dire, j'ai pas envie d'être largué, je veux pouvoir tout faire sur le device pour lequel je vais coder, et j'ai pas envie de devoir chipoter, et en étant plus proche de l'éditeur, j'ai moins de chances de me perdre. Voilà. C'est pas les seuls trucs. Tu as Dart qui te permet de faire des applications mobiles avec effectivement l'initiateur, c'est plus Google qui est derrière. Et alors que c'est Google, que c'est des outils fournis par Google qui vont intégrer ça à leur truc, il y a plein de choses qui fonctionnent pas sur leur OS, plein. Ouais. Donc tu veux faire une application. Là, c'est pas une règle, tu le prends en disant ça va être stable, ça va fonctionner. Non, il y a des trucs qui fonctionnent mieux avec leur outil sur iOS que sur Android. Tu dis c'est une blague, les gars, c'est votre langage. Donc, non, moi je reste assez. Au final, le seul truc qui m'intéresse, c'est une VM qui fait un LLVM où tu vas avoir un standard binaire. Et puis si tu as envie de travailler en COBOL pour faire du COBOL sur de l'Android, vas-y. Mais t'emmerdes pas avec 50 langages différents. Et d'ailleurs, si tu veux faire du COBOL sur des pages web en COBOL, tu peux. Tu vois, il y a peu de langages qui sont réellement morts. Toujours moyen. Du COBOL en PHP aussi, il paraît. En PHP aussi, il paraît qu'il y a moyen de faire des pages web. Mais celui-ci est un troller de premier ordre. Mais non, je t'entends. Je suis pas d'accord. Je reste un fan de l'expressivité. Et pour aujourd'hui, si tu veux faire une appli iOS, Swift est de loin le langage le plus expressif, celui qui te permettra d'aller à ton but le plus rapidement possible. Et finalement, c'est ça qui intéresse les boîtes qui développent, parce que je t'entends et je suis d'accord avec toi. Je pourrais développer mon application Android ou iOS en C, mais ça va prendre combien de temps? Et qui maîtrise le C pour faire une application stable? C'est toi, Sébastien, ce que je disais n'est pas complètement crétin. C'est l'idée d'être le plus proche possible de l'exploitation entre guillemets du langage, quoi. De ce qu'on veut faire. J'ai pas mentionné Rust pour de la programmation bas niveau extrêmement sécurisée. Par exemple, il y a de plus en plus de micro-VM ou de gestionnaires de containers qui utilisent du Rust parce que ça permet de sécuriser et d'éviter les bugs les plus classiques qu'on va retrouver dans des langages de programmation moins exigeants. J'ai deux Sébastien, l'un n'est pas l'autre, évidemment, et c'est deux écoles. Voilà, choisissez la vôtre, n'hésitez pas à compter les points. Vous dites Sébastien 1, Sébastien 0, ou Sébastien 0, Sébastien 1. Dans le score, ça va être facile après pour s'en sortir avec cette histoire-là. Je suis sûr que l'un et l'autre ont encore une tonne d'arguments à s'opposer, on les changera pas, c'est comme ça, mais vous avez certainement votre opinion aussi, n'hésitez pas à la partager avec nous, et ces deux-ci se feront sans doute une joie, pour l'un de troller et de l'autre de s'excuser, de dire non, je ne suis pas d'accord, je suis désolé. Passons à la suite alors, du coup.
On est à la lettre L de nouveau, parce qu'on a deux L, et avec deux L, on va plus loin. L comme Linux, cette fois-ci. Il y a du Edge qui débarque dans Linux, et certains se réjouissent. Mais peut-être pas tout le monde. Sébastien. Alors, s'il y en a un qui se réjouit, franchement, je suis curieux de savoir qu'il se manifeste, qu'il nous écrive. Lui aussi. Et qu'on le bannisse. Donc, voilà, joyeux Noël, joyeux Saint-Nicolas, joyeux... Vous avez enfin la possibilité d'avoir Edge sous Linux. Alors, il faut savoir que c'est quand même pas la première fois qu'on se retrouve avec un truc affublé d'un navigateur Microsoft sous Linux. À l'époque, Internet Explorer, les toutes premières versions, elles étaient quand même plus multiplateformes, jusqu'au jour où Microsoft avait tout le marché, s'est dit non, c'est bon, Windows, c'est bon, et puis on fait que ça. Maintenant, effectivement, et c'est vu qu'ils ont plus du tout le monopole, ils ont abandonné complètement leur moteur. Donc voilà, c'est ça, le nouveau Edge, c'est du Chromium. Et donc ils ont juste mis un petit truc autour, une petite interface, quelques petits trucs sympas, et voilà, ils ont leur navigateur. Et ils se dédouanent de toute la recherche, de tout le moteur, c'est plus leur problème. C'est quand même ça le principal sur un navigateur web, ça reste le moteur. Hein. Après, soyons quand même un petit peu réalistes. Et donc voilà, ça c'est mort. Ça arrive sous Linux. Je vois pas vraiment l'intérêt de l'installer, à part pour se dire, je vais faire un site compatible Microsoft Edge. Mais je pense que tous les clients s'en foutent, parce qu'ils savent même pas ce que c'est. Donc, voilà, le côté positif, parce que je veux quand même trouver un truc positif sur la news, c'est que on se rapproche tout doucement de Microsoft commence à publier tous ses outils sur toutes les plateformes. Pendant tout un temps, on a eu quelques trucs qui arrivaient sous Linux, puis ils sont quand même vachement engueulés, puis on a eu beaucoup de trucs pendant de longues années sur Apple, dont les suites Office. Si Microsoft pouvait effectivement venir à la raison et se dire que ce qui est important, c'est pas Windows, mais c'est son écosystème, et qu'Office arrivait gentiment sur toutes les plateformes, et là, effectivement, je saluerais, même si je m'en fous, j'ai pas besoin d'Office sur ma machine, mais ce serait une bonne chose probablement pour tout le monde, et pour le desktop pour Linux. Quitte à, alors je sais pas si on en a parlé ici, mais il y a eu pas mal d'articles qui s'amusaient un peu de ça ces dernières semaines. Est-ce que Microsoft finalement ne ferait pas mieux de laisser tomber Windows pour faire un Windows sur base d'un noyau Linux? Je ne sais pas si on en a parlé, donc non, apparemment non. Non, mais c'est drôle de se l'imaginer, parce que ce serait une espèce de Chrome OS, mais ce serait un WinOS. Un WinOS, oui, un Winux, tout ce que tu veux. Oui. Et quand tu lis le titre de ces news, tu te dis, les mecs, ils ont quand même pas fumé que des cigarettes, ou ils ont pas bu que de l'eau, tout ce que tu veux, hein. Et en fait, en y réfléchissant le soir, tu vois, tu dis, bah, en fait, c'est pas si con. Ils investissent des milliards en développement sur un OS qui, aujourd'hui, n'est pas le truc sur lequel ils font le plus de pognon. Faut rationaliser un peu les ressources. On n'est pas non plus à la possibilité, sur cette petite terre, de s'amuser à faire 50 OS aussi poussés. Ce serait pas si con et ce serait pas si mauvais. Donc, pourquoi pas? Je ne serais pas si surpris, en fait, si c'était arrivé. Allez, j'ai entendu quelqu'un soupirer à ma gauche. Non. Son prénom commence par la lettre S. Je ne soupire pas. Non, d'abord sur Edge sur Linux, c'est une bonne chose pour Linux, tant mieux, c'est bien. Ça montre surtout que Microsoft a changé notre vie. Je l'attendais. Oui, ça montre surtout que Windows n'est plus le fer de lance de Microsoft, et qui sont en train de switcher à autre chose, le cloud notamment, mais ni Office ni Windows n'est la source principale de revenus de Microsoft aujourd'hui, à moins que je me trompe. Non. Microsoft se diversifie de plus en plus. Quand on m'aurait dit il y a 10 ans que j'allais passer une bonne partie de mes journées dans un outil de Microsoft à longueur de journée, je parle de Visual Studio Code, qui est un IDE super léger pour pouvoir coder, qui est bien foutu, qui tourne sur Mac, qui tourne sur Linux, qui tourne sur Windows, qui répond à de la plupart des besoins, qui est
panoplie de plugins qui permettent de travailler avec des tas de langages différents. C'est un visage de Microsoft qu'on voit aujourd'hui, qu'on n'aurait pas vu il y a 10 ans. Et quant à l'idée d'abandonner Windows, une des forces de Microsoft, et je suis rarement celui qui va aller secourir Microsoft, une des forces, c'est la rétrocompatibilité. Mon projet que j'ai fait à l'UNIF en première licence au siècle passé, j'ai réussi à retrouver un binaire, et je l'ai fait fonctionner dans une VM sous Windows aujourd'hui, sans recompiler, sans rien, juste reprendre le binaire. Il y a des milliers de... c'était un peu plus compliqué que ça. C'était un jeu qui résolvait le compte est bon. Vous savez, on donne 6 numéros, il faut arriver, il trouvait la solution, il la trouvait plus vite que n'importe qui, avec une belle interface graphique, avec une interface graphique à l'époque en Windows 3.1. Mais c'est pas de ça que je voulais parler, je perds le fil de mes idées, oui. Il y a des millions d'entreprises qui dépendent aujourd'hui de macros VB qui ont été écrites au siècle passé et qui font encore tourner. Et c'est une des forces de Windows, c'est que c'est rétrocompatible. C'est aussi un de leurs poids. C'est ça qui fait que c'est difficile de faire évoluer. Mais une application Windows 3 aujourd'hui, elle tourne encore sur un Windows, je sais pas à quelle version ils sont maintenant, 10 quelque chose. Et donc, faire table rase du passé, à moins qu'ils le fassent intelligemment à la Apple, en mettant une VM intégrée et transparente qui démarre automatiquement l'OS sans qu'on s'en rende compte, ce qu'Apple avait fait avec Rosetta, ce qui s'apprête encore à refaire ici, pour garder la rétrocompatibilité pendant de longues années, ça risque d'impacter quand même le business, non pas de Microsoft, parce que peut-être qu'ils s'en foutent, mais de milliers de sociétés qui utilisent encore des PC et des vieilles applications Windows. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux prendre ton logiciel, tu peux arriver sous Linux, et je te promets qu'il démarre. Hein. Alors, il y a un petit logiciel qui est magnifique. Avec Wine et des trucs comme ça. Avec Wine, et ils ont une compatibilité Windows qui est exceptionnelle. Et c'est fait par des gars qui ne sont pas de Microsoft. Donc, effectivement, si on n'est pas à 99%... Y compris avec des choses un peu pointues. Alors, je vais pas citer l'exemple du jeu. Ils ont même moyen de faire tourner même un Office. Sinon, les jeux fonctionnent sans problème. Et tu peux même faire tourner Office, prévu pour Windows. Et Dieu sait si Microsoft s'est lâché pour faire des intégrations avec le système. Office tourne sous Linux avec Wine. Avec Wine. Donc, c'est jouable. C'est une question de volonté. Il manque pas des milliards d'investissements pour que Wine puisse faire tourner tout logiciel Windows. Donc, c'est jouable. C'est un terme à la guerre du desktop, la fameuse, c'est une des guerres informatiques qui serait terminée. Point. Il restera encore les browsers. Mais oui, mais parce que c'est vrai que quand tu vois ce qu'ils investissent dans le cloud et des choses comme ça, c'est peut-être là que le combat est amené. C'est sur ces outils-là plutôt, me semble-t-il. Et après que ça passe par un navigateur Edge ou que sais-je, eux, ça ne les concernera plus à un moment donné. Pour rejoindre Sébastien, enfin, ce Sébastien. Mais le message là, c'est que le desktop est moins important, relevant, comme on dit en anglais, qu'il y a quelques années. Maintenant, la guerre de l'interface, elle est sur ces appareils. Oui, elle est plutôt sur les smartphones. Ouais, mais là, Microsoft, il a perdu. Hein. Oui, c'est bien. Ah oui, ça, il lui faudra du temps avant de s'y remettre. Ça va être un peu plus compliqué. Ou alors, il faudra leur ouvrir beaucoup de portes. Hein. Ça va être difficile. Est-ce qu'on a épuisé ce sujet ? Je tiens à signaler que la news, telle qu'on l'a relayée, puisque c'est une revue de presse, c'était une fois de plus, j'ai presque envie de dire, c'est à peu près chaque semaine, on a une news qui est issue du blog de Corben, et il faut le saluer aussi, ceux qui pondent les news sur lesquels nous basons les sujets de notre revue de presse hebdomadaire. Voilà qui est dit. On peut passer à la lettre suivante. Ça m'a amusé, enfin tout m'amuse, hein, mais enfin beaucoup de choses en tout cas. C'est la lettre S comme statique, c'est le retour, un peu, j'ai envie de dire, j'y mets des guillemets, hein, des sites web statiques, qui ne le sont pas vraiment en fait. Mais un proxy quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais tu vois, l'hébergement de base, comme on l'avait au début, qu'on pondait des pages HTML dans le bloc-notes et qu'on envoyait ça comme ça et que ça marchait tout de suite, machin, ça revient un peu. Oui, et c'est toi qui as levé cette news, Marc, et je me suis permis de la prendre parce que ça
ça résonne et ça fait écho à ce que je vois chez mes clients toutes les semaines. D'ailleurs, on en a touché un mot dans un des derniers épisodes où j'étais avec Xavier, je crois. On parlait d'hébergement statique. Donc un site web, c'est quoi? À la base, au début, on parle d'il y a plus de 30 ans, c'est de l'HTML, donc un langage de markup avec des balises qui définissent la structure du texte, sur lequel on a rajouté un langage de style sheet pour pouvoir donner une couleur, une police de caractère, en séparant le fichier de format du fichier de contenu. Très globalement. Très vite, si je vais pas refaire tout l'historique du web, je vois que Sébastien s'endort de notre côté. Très vite, on s'est dit on va générer ces pages web de façon dynamique, donc on va faire tourner des process sur un serveur. Moi, je vais taper mon URL et plutôt que me rendre un fichier qui a été généré avant, qui était peut-être tapé manuellement avant, ce fichier va être généré dynamiquement par une application qui va se déclencher sur le serveur, qui va aller chercher des informations dans une base de données, par exemple. Quand vous consultez votre compte en banque, c'est à peu près, c'est pas une base de données, mais enfin si, c'est une base de données, mais c'est, enfin bon, bref, la page est constituée dynamiquement pour vous. Et là, depuis quelques années, on voit un retour aux sites web statiques, sauf qu'ils sont pas vraiment statiques, évidemment. Le contenu, la forme est statique, mais l'intelligence, le code, plutôt que de s'exécuter sur le serveur, s'exécute sur le client, puisqu'on a des clients de plus en plus riches, de plus en plus puissants, avec de plus en plus de corps, de CPU, de mémoire, même sur nos téléphones portables, et qu'on a des langages de programmation, j'y reviens, qui permettent d'exprimer ces choses-là, comme JavaScript, comme TypeScript. Eh bien, pourquoi ne pas faire un site web dont la frame, l'HTML, le JavaScript, les images sont statiques, renvoyer à un navigateur qui, lui, va exécuter une logique côté navigateur, faire des appels d'API pour appeler des bases de données et d'autres choses et déclencher des traitements sur le serveur. Quel est l'avantage d'un site statique? Ben, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins de ressources pour pouvoir l'héberger. Là où avant, il fallait des flottes de web serveurs avec un load balancer devant, il fallait du monitoring et tout, il fallait surveiller que son Apache ou un Nginx ne tombe pas. Un site web statique, ça s'héberge dans le cloud aujourd'hui pour peanuts, même demi-peanuts, parce que ça coûte quasiment rien. C'est quelques fichiers HTML, des vidéos, des style sheets qu'on met. J'ai pas envie de citer de marque parce que j'ai un conflit d'intérêt là, mais chez les grands hébergeurs cloud pour 2 fois rien, où on paye quelques centimes par gigabyte par mois, et ces services-là joue le rôle en quelque sorte de web server. Donc si on leur demande gentiment un fichier index.html, il va le rendre comme si c'était un Apache qui tourne sous Linux. Donc du coup, comme ces services sont conçus pour être extrêmement scalable et très disponible, ben, il n'y a plus de besoin de load balancer, de monitoring. Votre site web est toujours up et la logique s'exécute côté client. Donc, vous ne devez plus investir dans des centaines de CPU côté serveur puisque la logique ça va s'exécuter sur le poste du client. Et donc, on va utiliser les cycles CPU du client. Alors, il existe des tas d'outils pour générer des sites web statiques. Moi, j'utilise beaucoup Hugo. Il y a Jekyll aussi qui est écrit en Ruby. Il y a Hugo qui est écrit en Go. Il y a Notepad, VI fonctionne bien aussi, mais ce sont des outils qui vous permettent de définir des templates HTML et puis ça fait aussi des années que j'avais Désolé. Donc avec Go ou avec Jekyll, vous définissez les templates qui sont l'HTML, etc. Et puis votre contenu, vous le définissez dans des fichiers de texte, souvent dans un format Markdown. Et ces outils font la fusion de votre contenu et de votre HTML pour générer un site web entièrement statique, fait de style sheet, fait de JavaScript et d'HTML. Et puis évidemment, vous devez écrire la partie JavaScript. Et ça, il y a des tas de frameworks. Il y a Angular, sponsorisé par Google. Il y a React qui a été inventé par Facebook, puis il y a des librairies comme Firebase de Google, comme Amplify d'Amazon Web Services, qui permettent justement d'intégrer des services cloud, qui permettent d'appeler des API, de faire du stockage extrêmement facilement depuis le JavaScript qui tourne dans votre browser. Et voilà, je travaille avec des startups et des grandes entreprises, et je vois les startups évidemment, parce qu'elles voient l'intérêt en termes de coût de hosting, mais aussi des grandes entreprises passer de plus en plus à ce genre de technologie-là. Aussi... Et donc comme Manion
pousse avant, c'est pas un fait d'actualité, c'est plutôt une tendance qu'on observe. Et il faut quand même compter aussi sur la multitude de tout petits, de micro-sites web qui sont souvent réduites à une simple landing page, comme on dit maintenant, hein, la page du docteur machin, ou du dentiste truc-muche, ou du coiffeur machin, etc., qui n'a absolument pas besoin d'un serveur dynamique ou Apache, ou c'est totalement overkill, parce qu'eux, ils ont une page HTML bien dure, peut-être avec une petite CSS sur le côté éventuellement, et qui change 2 fois par an. Et qui change 2 fois par an, ils en sont très contents, mais en même temps, ça leur donne une présence sur le web qu'ils n'avaient pas précédemment. Voilà. Et ça, il y en a quand même un paquet sur le web, la majorité, sans doute, qui sont hébergés sur des serveurs qui servent à rien quelque part et qui consomment de l'énergie pour rien. Sébastien, un truc sûrement à rajouter là-dessus, il va tout nous démolir. Ouais. Nous, on fabrique des châteaux de sable, on s'amuse comme des petits fous avec notre pelle et notre râteau. Je suis pas d'accord. Et lui, il saute dedans à pieds joints. Voilà. Non, et il y a un truc qui est amusant dans l'histoire, c'est que, alors, à l'époque de nos parents, l'informatique, c'était des terminaux sur un mainframe. Ouais. Et puis, il y a une société qui a un écran vert tout moisi. Une société, IBM, qui se dit, on va faire le personal computer. Et donc, plutôt que d'avoir une intelligence centrale et des terminaux stupides, on va faire des terminaux intelligents. Et puis, l'histoire redevient en disant, oui, en fait, les terminaux, finalement, on va mettre des serveurs Internet, c'est magique, et les terminaux, c'est des navigateurs web qui sont stupides. Voilà, c'est mieux qu'un terminal vert, mais c'est un rendu d'une page web, et un serveur intelligent. Et maintenant, on en revient finalement à on va faire des serveurs peut-être stupides et des terminaux intelligents. Et en fait, là, tu vois, le truc boucle, hein, l'histoire boucle, mais c'est pas forcément négatif. Hein, c'est juste pour dire qu'il y a un cycle. C'est pas nouveau, ça s'est fait, ça se refait, et c'est un cycle assez naturel dans la tech. Bon, et j'ai quand même un petit truc sur lequel je vais râler. JavaScript, c'est quand même un des seuls langages, peut-être pas le seul, mais où quand tu fais 1 plus 1, une chance sur 2, le truc il te répond 11. Hein, donc quand il te répond 11, 1 plus 1, t'es quand même un peu un chocolat. Mais je suis assez content. Oui, hein. C'est qu'il y a un avenir positif qui nous permet de se dire qu'un jour JavaScript ce sera fini. Grâce au WebAssembler, WebASM, qui effectivement là te permet d'utiliser n'importe quel langage. C'est drôle, hein, tout le sujet se suit et se ressemble dans ce truc. Oui. Et donc tu vois, très cohérent. Donc là tu peux utiliser n'importe quel langage que tu connais, que tu maîtrises, un langage typé, fort, et compilé sur un truc en langage machine, proche de la machine, qui lui est alors après analysé par le navigateur dans la sandbox du navigateur. Et là, tu arrives effectivement avec tous les environnements que tu peux utiliser pour faire quelque chose en desktop. Alors, il ne faut pas croire que c'est juste de la science-fiction. Recherchez le WebASM et allez voir ce qu'a fait Autodesk, par exemple. Alors, il n'y a pas un AutoCAD qui est complètement fonctionnel en WebASM, mais ils ont quelques tools à eux. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que quand on ouvre son Chrome ou Firefox, on lance le truc et on a l'impression d'avoir un programme Windows ou OS X qui tourne réellement dans le navigateur. Et c'est réellement ça. Et ils ont pris un programme desktop et ils l'ont compilé pour du WebASM. Donc voilà, ça c'est un peu le futur de la techno, qui, je veux dire, elle est encore malheureusement pas encore totalement finalisée, déployée sur tous les navigateurs. Il manque encore pas mal de trucs, dont les interactions avec la DOM. Là, en général, tu peux mourir. Mais voilà, on a de bons espoirs pour les prochaines années de pouvoir un jour dire à JavaScript 1 plus 1, ça fait 2. Et on est sûr. Tout ça pour dire que les choses évoluent et comme tu le disais, c'est des révolutions. Hein, quand je dis révolution, c'est des cycles qui font que, voilà, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas pris le bon chemin ou que les moyens font que on fait peut-être un semblant de marche arrière. Je pense par exemple à l'hébergement web. À un moment donné, on dit on va tout centraliser sur un serveur, ça va être beaucoup mieux. Et puis maintenant, on se rend compte que c'est mieux de le rapprocher des gens. Hein, tout ça, tous les contenus, c'est mieux de les rapprocher des gens parce que finalement, le stockage
coûte moins cher que le transport de la donnée. Donc voilà, Alors, c'est l'expérience aussi qui parle quelque part. Si tu as 1000 personnes connectées, le CPU que tu dois avoir sur ton serveur versus les 1000 CPU que tu peux utiliser chez les clients, il n'y a pas photo. On est d'accord, mais voilà, pour différentes raisons. Ouais. On va pas toutes les étaler ici, on va pas commencer, on va pas faire Si ça on peut maintenant. tout étaler, si tu veux. Mais non, pas devant les gens, je suis désolé, pas devant les gens. Il y a des gens qui nous regardent, s'il te plaît. Bon, on passe à la suite ? Allez. Y2K38, ce sera le mot qu'il faudra taper pour nous indiquer que vous êtes bien arrivé à la 73e minute, les amis. Ou je me trompe voilà, donc c'est Y2K38. C'est une date à marquer d'une pierre blanche. C'est le fameux bug de l'an 38. De l'an 2038. Et je suis tellement content, Seb, que tu aies dit que 1 plus 1, ça faisait 11 en JavaScript, qui est très souvent correct, malheureusement. Parce que j'avais préparé un props, j'avais préparé un petit gadget qui est dans mon living. Alors, je vais le montrer à la vidéo. Pour ceux qui sont pas en vidéo, c'est un petit cadre où il est marqué 1 plus 1 égale 10. Et voilà, c'est vraiment... Et ça, c'est pas en JavaScript, et c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon living et qui suscite des questions chaque fois que j'ai des invités à la maison. D'ailleurs, Sébastien, ça va bien? T'es sûr? Vraiment peur. T'invites souvent les gens le mercredi chez toi ou? Oui, on parle ensemble. J'organise des dîners assez régulièrement. tu peux venir si tu veux. Non, ça va. Alors pourquoi 1 plus 1 égale 10? Parce qu'effectivement le bug de l'an 2038 c'est un bug dû au binaire encore une fois, et en binaire 1 plus 1 est égal à 10. Vous avez tous connu le bug de l'an 2000 parce qu'on codait les chiffres en décimales sur 2 positions, et donc 98, 99 et puis on arrive à 00 avec plein de codes qui faisaient des différences entre 2 dates en faisant pour savoir combien de temps il y a entre 1999 et 1998, on fait 99 moins 98 et ça fait 1, il y a un an entre les deux, pas de bol, combien de temps il y a entre l'an 2000 et 98, on fait 00 moins 98 et hop, on se retrouve à moins 2, à moins 98, pardon. Et donc, c'était le bug de l'an 2000. Ce qui est bien avec un podcast, c'est qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière et refaire play. Si on veut vraiment se faire beaucoup de mal, on peut le faire. Eh bien, il y a le même problème avec l'an 2038, parce que nous, on compte en décimales, et effectivement, on a eu un changement de millénaire il n'y a pas longtemps, un changement de siècle également. Les ordinateurs en interne, beaucoup d'ordinateurs Unix, et j'ai dit plus tôt dans le podcast que la plupart des ordinateurs de ces planètes tournent sous une formule de Unix, ou quelque chose qui ressemble comme Linux, ou d'autres choses, mais ils comptent le temps. Linux, c'est pas Unix. On peut refaire l'historique de Unix et Linux, mais Linux, c'est pas Unix. J'ai piscine après. Et GNU is not Unix, d'ailleurs. comme on dit. Mais donc, les ordinateurs, Windows, je sais pas, bizarrement, je suppose que ça doit exister sur Windows également, mais ils comptent le temps en nombre de secondes ou millisecondes, nanosecondes, peu importe, depuis le début des temps de l'informatique, depuis qu'Unix existe, donc depuis le 1er janvier 1970. Et il se trouve que en 2038, il y aura 4 milliards de secondes et des poussières qui nous sépareront du 1er janvier 1970, et que 4 milliards, c'est la limite maximum qu'on peut coder sur un entier 32 bits non signé. S'il est signé, ça va de moins 2 milliards à plus 2 milliards. S'il n'est pas signé, on a à peu près 4 milliards et des raouettes, comme on dit par chez moi, de valeurs différentes. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle un overflow. Donc, il n'y aura plus assez de cases pour écrire les chiffres. C'est comme sur votre carnet de chèques, si vous en avez encore. S'il y a 6 cadres pour mettre des chiffres et que vous voulez écrire un chiffre avec 7 chiffres, ça dépasse. Et quand ça dépasse, ça va plus. Ça dépend. Et donc en 2038, tous les systèmes qui tournent encore sur du 32 bits risquent d'avoir un problème avec la date. Et notamment les file systems, il y a beaucoup de file systems, dont XFS, dont X4, qui utilisaient dans les structures internes des file systems un pointeur de 32 bits, enfin un espace de stockage de 32 bits pour stocker la date des fichiers. Et c'est ce bug-là qui a été corrigé, en tout cas pour XFS, et donc on est loin d'avoir une correction globale de tous les bugs de l'an 2038. Mais pour XFS qui, Sébastien me dira si je ne me trompe pas,
un des file systems les plus populaires sous Linux. On est passé de 32 à 64 bits pour stocker la date, et donc on est encore bon pour 4 siècles. On se retrouvera pour le prochain épisode des technos en l'an 2438 pour parler du bug de l'an 2438. Si quelqu'un peut aviser qui a du temps devant lui, je pense à Xavier qui nous regarde, s'il pouvait nous calculer quel épisode ça fera. En 2486, je serais intéressé de savoir à quel... D'abord, ce sera plus moi, je pense, je ne serai plus la présentation, parce que j'en aurais sans doute eu marre à un moment donné. mais 4 siècles quand même, enfin même plus que ça. Enfin voilà, là on est tranquille en fait. Non. Ah. Je pensais qu'on en avait fini. Non, on est tranquille. Ils sont toujours en train de corriger des trucs. Là, on parle de quelques modifs au niveau du file system. C'est très bien. Il n'y a pas que ça hein, sous Linux. Il y a encore pas beaucoup plus. Et pour moi, il y a beaucoup plus de programmes qui utilisent et qui auront le problème en 2038 que ce qu'on a eu sur l'an 2000. L'an 2000, ça a été survendu. Et oui, il y a des en fait. De boîtes qui se sont faites des... Ah oui, il y en a eu. L'an 2000, en matière d'informatique, avec tout ce que tu nous as expliqué, c'est pas parce que c'est un chiffre rond que pour autant ça pose un problème technique. Non, mais il a fallu vérifier des milliers de systèmes, et c'est parce qu'il y a des milliers de gens qui ont travaillé. Moi, j'ai connu des gens qui n'ont pas dormi. Que ça a marché à peu près correctement, sans catastrophe majeure. Je viens de dire une grosse connerie. Quand je dis au réveillon, il y a des gens qui n'ont pas dormi, il y en a plein qui n'ont pas dormi, mais je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé ce soir-là. Je veux dire, c'est ça que ça a eu un coût énorme, hein, ça, c'est clair. Je suis d'accord avec Sébastien. L'impact de celui-là risque d'être beaucoup plus grand et beaucoup moins grand public aussi. Maintenant, d'ici 2038, c'est quand même dans 18 ans, combien de machines 32 bits il y aura encore en 2038 enfin, Combien de machines? Alors peut-être pas en desktop, et encore, hein, 18 ans, pourquoi pas? J'ai toujours, nous on voit toujours des clients avec des machines sous Windows XP qui disent c'est nickel, j'ai installé hier, je suis encore parti pour 20 ans. Donc je serais pas fondamentalement étonné, ou encore des commerçants qui travaillent avec des Casio, tu vois, et qui disent non, l'informatique, tout de suite. Donc des mecs qui installent les machines et qui les prennent 40 ans, ça m'étonne pas. Mais il n'y a pas que les machines, tout ce qui est sur base de Linux, parce que Linux a bien fonctionné, il y a de l'embarqué partout, et donc de savoir que tous les bitoniaux, alors tout n'est pas encore corrigé, et donc que tu dois avoir tout remplacé dans les prochaines années pour 2038, non, ce que tu achètes aujourd'hui ne marche toujours pas en 2038, donc c'est pas gagné, tu vois, ça me semble pas aussi facile, et le 19 janvier 2038 à 3h14, je pense que moi je me protège, hein, je vis dans un bunker pour la nuit, hein. Oui, mais d'un autre côté, parce que les choses évoluent aussi au fil du temps. On va pas passer de 2020 à 2038 comme ça en un claquement de doigts. Il va se passer 18 ans. Donc, revenons en arrière et rappelez-vous de 2002. Il y a certainement des choses qui ont été faites en 2002 qui normalement ne devraient plus fonctionner aujourd'hui, mais les choses ayant évolué, le parc de matériel s'étant renouvelé, etc., et se renouvelant de plus en plus vite, on l'a dit. Voilà, il y a de fortes chances pour qu'à arriver à ce stade-là, le problème ne soit même plus énoncé et qu'on fera sans doute une news. En 2038, on fera une news en disant attention, dans 4 siècles, il va y avoir un souci. Tu vois, franchement, je suis pas sûr parce que l'an 2000, c'était facile à expliquer à un manager en disant dis, tu vois, 2000, il comptait 0,0. Et là, et Sébastien l'a expliqué, c'était super facile à comprendre. Bien sûr. Va expliquer à un manager que alors, le 19 janvier 2038 à 3h14 du matin, ça va péter. Il va dire, ça va, hein, tu me prends pour un con, hein, mon budget, je le mets ailleurs. Ouais. Donc, ça va pas être si facile. Moi, je me rappelle qu'en 2000, quand on parlait du bug de l'an 2000, des amis informaticiens me sortaient l'argument 2038 en disant c'est pas maintenant qu'il va y avoir un souci. Attendez, dans 38 ans, vous allez voir, ça va être autre chose. Je me rappelle très très bien. Et là, effectivement, c'était un truc inaudible pour la majorité des gens qui devaient mettre la main à la poche pour payer les techniciens, etc. En se disant non, c'est maintenant que ça se passe, je suis prêt à payer. Ok, mais on veut pas anticiper le bug non plus. Enfin, je veux dire, ils seront pensionnés les mecs de 2000 en 38.
En 2000, là, on avait beaucoup d'applications business, toutes les applications bancaires qui calculent les intérêts sur une période. Donc, il y avait une connotation business facile à comprendre et immédiate en matière d'argent à sortir. Ici, c'est beaucoup plus sournois parce que c'est des appareils qui vont arrêter de fonctionner. C'est pas nécessairement l'application de gestion, l'app sur nos téléphones, mais comme l'a dit Seb, ce sont des appareils connectés, des caméras, des trucs où il y a un tout petit peu d'électronique, un minimum de CPU, encore en 32 bits, qui dépend du temps pour une raison ou une autre, qui vont s'arrêter de fonctionner correctement. Quelqu'un me demandait sur... C'est important ce que tu viens de dire, Sébastien, 2 secondes. Quand tu dis ça va arrêter de fonctionner correctement, ça veut dire qu'ils vont encore fonctionner, mais avec des défauts, ou ils vont arrêter de fonctionner complètement? C'est important. Ça dépend. Non, ça dépend de ce qu'ils font avec les dates et de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont besoin. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une date ou... C'est ça, ouais. Voilà. Ça dépend de l'utilisation de la date. Il y a des trucs qui vont planter, il y a des trucs qui vont continuer de fonctionner parce qu'ils n'ont pas de date, et puis il y a des trucs qui vont partiellement fonctionner en fonction de leur utilisation ou non de date. On a intérêt quand même à mettre... Pardon? On a intérêt à demander à Benoît quand même qu'il mette tous les avions au sol. Oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que les ascenseurs, les avions, les ambulances, les hôpitaux, enfin le matériel hospitalier, etc. Il faut quand même y penser aussi, parce que moi je me rappelle, en 2000, je connaissais quelqu'un qui travaillait, je pense, dans un hôpital à la maintenance technique des appareils. Il était de garde parce qu'il y avait des gens qui sortaient de salle d'op et des trucs comme ça, parce qu'ils ne savaient... Enfin, même en faisant toutes les analyses possibles et imaginables, ils n'arrivaient pas à s'imaginer, en tout cas les boss n'arrivaient pas à s'imaginer qu'il ne puisse rien se passer. C'est quand même un peu particulier comme démarche, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on a fait le tour de cette question l'un ou l'autre? Non, tu voulais rajouter un truc. Oui, je veux être très précis sur la valeur exacte, parce que j'ai dit 4 milliards et des raouettes. Donc c'est 4 294 967 295 en 32 bits non signés, donc entre 0 et cette valeur-là. Et s'il y a un signe, donc si ça va de moins 2 147 483 647. Ce sera l'épisode 24 507. Si tu veux de la précision, c'est aussi le 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes. À 6 secondes, t'es bien. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et comme le dit aussi notre ami Picaboo, tout ça, c'est de l'obsolescence programmée. Oui. Ouais. Ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Ok, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute encore un truc là derrière? Moi, je pense qu'on a bien bouclé cet épisode 276. Le jogger, par exemple, qui a fait son jogging en nous écoutant, à mon avis, là, est bien essoufflé, bien usé. Il a perdu les calories, toutes les calories qu'il fallait. Donc, tout le monde est content de ce côté-là. Et puis, ceux qui n'avaient pas beaucoup de temps, vont reprendre la lecture à un moment donné, vont le consommer petit à petit, dès qu'ils en auront un petit peu l'occasion. Et c'est bien comme ça aussi que ça fonctionne, que ce soit sur YouTube ou en podcast d'ailleurs. Vous avez bien retenu les 2 mots qu'il fallait nous envoyer en commentaire. C'est juste pour s'amuser un petit peu, mais si vous avez des commentaires intelligents ou des choses à apporter de votre expérience personnelle ou des liens vers d'autres sites, etc., n'hésitez pas à nous le faire savoir. On aime bien, ça commente sous la vidéo ou dans le blog, et ça nous va bien aussi. Merci aux 2 Sébastien, et on va se dire donc certainement à très bientôt. Merci à ceux qui nous ont un petit peu suivis sur Twitch, puisque je le rappelle, nous testons pour l'instant cette solution de live streaming via Twitch, et donc on n'en fait pas de grands battages médiatiques, on n'a pas encore parlé au journal de TF1 par exemple, ça viendra peut-être un jour, mais en attendant, c'est amusant de se dire que ça fonctionne plutôt pas mal, et que ça nous permettra d'augmenter un petit peu l'interactivité dans un hors-série tout à fait spécial qu'on est en train d'imaginer, en tout cas de préparer, pas encore, mais d'imaginer, ça c'est sûr. Merci à tous les 2, merci à vous, et n'oubliez pas, les pouces, les étoiles, les machins, abonnez-vous. À très bientôt, salut.